Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM. C'est dimanche, il est 21h à Brest. Vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure de mon émission intimiste et interactive, Les élucubrations d'Hermeline, un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. Une chronique intime, un sujet universel, des confidences en partage. Ça se passe entre vous et moi. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61 si vous voulez passer à l'antenne. Ce soir, l'élucubration parle de rencontres et d'incarnations, de pilules, de baccalauréat, du verso et d'amitié. Chers auditeurs, vous pouvez dès à présent et tout au long de l'élucubration contacter le standard de Radio U pour témoigner, partager, réagir au 02 98 03 82 61. On y va! Aujourd'hui, je porte un tote bag en fibre végétale, mais en 1987, je passais le bac avec un sac Vuitton, mon deuxième bac, ou mon troisième, on va pas chipoter. Section B, économie. Autant dire que je ne savais lire ni Le Monde, ni Challenge, je ne connaissais pas Keynes, je ne savais pas davantage expliquer l'offre et la demande. À part celle de mes parents, passe ton bac d'abord. La grande litanie de l'époque. Tu voulais une clope? Passe ton bac d'abord. Un copain? Passe ton bac d'abord. Vous vous souvenez de cette campagne? Tu voulais avorter? Passe ton bac d'abord. Moi, c'était ça. Sauf que c'était pour prendre la pilule. La pilule. À 15 ou 16 ans. Un âge où j'avais l'air d'en avoir 10 avec une libido de 25. Surtout, j'avais peur de tomber enceinte d'une émotion. Comme tous les Verseaux. Il paraît que les Verseaux sont distanciés face aux émois, limite frigides émotionnellement. Chers amis Verseaux, sachez que je compatis, j'en suis. Si parmi vous ce soir, un Verseau, un astrologue, une numérologue écoute, si quelqu'un ce soir veut bien décrypter le Verseau pour nos auditeurs, appelez le standard de Radio U sur 101.1 FM au 02 98 03 82 61. Verseau ou pas, j'étais une enfant tragico-dramatique. J'écrivais des journaux intimes comme si j'étais dans un roman russe, ou plutôt arménien. Plus précis encore, arméno-breton. Maman les lisait, tous. Elle les lisait en mode open bar. Elle les exhumait comme des archives nationales et les pitchait à mon père. Tu sais bien, Hermeline, je ne sais pas mentir à ton père. Dans cette maison rose, dans la villa de Stéphane, dans la ville de Stéphane, comme je l'ai expliqué dans l'élucubration 1, j'écrivais « J'aime Fabrice » le lundi, et le mardi, il y avait Fabrice en face de moi à table, invité pour le kick à farce. Pourtant, j'essayais de garder mes secrets. Un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, j'aperçois ma mère qui m'aperçoit en train de fumer à la sortie du lycée. Elle est dans le bus. Elle descend, fonce sur moi. Là, réflexe de ninja, je balance ma clope et mon paquet avec le zippo au hasard, comme dans une scène de guerre. Opération commando, un soir après le boulot. C'est pas à moi, je le garde pour une copine, j'explique. Spoiler, ma mère ne m'a pas cru une seconde. Alors pour la pilule, j'ai fait ce que tout ado terrifié ferait. J'ai écrit une lettre, une belle lettre. Avec les arguments, les copines, le sida, la morale, le pathos, comme si j'étais candidate à un concours d'éthique. Un truc digne de Brigitte Bardot en dépression dont j'avais emprunté l'écriture ronde et surchargée pour l'occasion. J'y avais mis tout mon cœur. J'avais même signé sans rajouter de fioritures. Je terminais en écrivant « Si tu veux, on pourra manger ensemble pour en parler si tu es cool. Moi, j'aimerais bien. » C'est vrai, j'aurais bien aimé. Surtout que j'avais 20 ans quand j'ai écrit cette lettre. Mais ma mère, elle est devenue cool seulement après son cancer, la chimio et la radiothérapie. Après la rémission aussi. Après ma première tentative d'affranchissement de chez mes parents. Après mon échec d'être allée vivre à Cannes. Après avoir été interdite Banque de France. Bref, je concluais ma lettre comme ça. C'est Géna qui m'a conseillé de te le demander par écrit. Elle te connaît bien. J'ai relu cette lettre récemment et j'ai pleuré. Oh, pas parce que je m'étais débrouillée pour avoir la pilule à l'âge de 15 ou 16 ans. J'avais finalement opté pour le planning familial, toute seule, bien avant d'écrire cette lettre dont j'avais eu l'idée, comme pour lisser ces mensonges qui m'étouffaient depuis tant d'années. Mais parce que j'ai retrouvé la réponse de ma mère en même temps que ma lettre. Et je ne m'en souvenais pas. Peut-être que je ne l'avais jamais lue. Peut-être qu'elle ne me l'a jamais envoyée. Ma chère petite, puis-je encore écrire cela? Avec 6 points d'exclamation. Ça commence bien. Je te remercie pour ta lettre, mais tout de même, elle n'est pas tout à fait de ta propre initiative. Bref. Tiens,
je m'aperçois que j'emprunte à mon corps défendant les expressions de ma mère, son bref. Bref, cette décision de « tu sais quoi » ne t'appartient pas tout à fait. Fais-moi plaisir. On laisse passer le bac, on laisse passer l'été, on laisse passer la rentrée, on laisse passer Noël, et on en reparle. PS, ce n'est pas une interdiction. Tu peux faire ce que tu veux, bien sûr, derrière mon dos. On n'en a plus jamais reparlé. Pas de médecin, pas de rendez-vous, pas de complicité comptoir des cotonniers, rien. Moi, j'avais rêvé toute mon adolescence qu'elle s'arrête un jour dans l'escalier en colimaçon et qu'elle me dise « Tiens, voilà le numéro de mon gynéco. Tu veux que je t'accompagne ?» Comme Françoise Béreton l'avait fait avec sa fille, après être allée la chercher à son cours de danse, et avoir constaté à quel point Vic avait grandi. Mais c'est resté un rêve. À la place, moi, j'ai entendu « N'écris plus, Béligue ». Alors j'ai tout brûlé, un autodafé de mes journaux, de mes lettres, et sans même m'en apercevoir, j'ai continué. J'ai plus fait qu'écrire d'ailleurs. J'ai écrit ma vie, comment on cherche la paix, comment on cherche à se pardonner. J'ai trouvé refuge dans l'écriture. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour ? Le chapelain de l'église Sainte-Rita à Pigalle, en face du Moulin Rouge. Ce prêtre que j'allais voir quand je sentais que je devenais tellement désespérée au point de me réfugier à l'église auprès de la patronne des causes désespérées, désespérée au point d'entreprendre une démarche pour soupçon Asperger, qui peut-être aurait pu tout expliquer du fossé entre ma mère et moi, eh bien ce prêtre m'a dit « Un seul des 10 commandements ne commence pas par une négation. Honore ton père et ta mère. Mais si ça vous fait culpabiliser, ne le faites pas. Ce n'est pas une injonction, ça doit être un choix. » Et là, tout d'un coup, je me suis mise à respirer. J'ai surtout expiré, respirer, expirer, des tonnes d'expiration. Tu voulais respirer ? Expirer ? Passe ton bac d'abord. Après, j'étais ce genre d'élève qu'on appelle par son nom de famille parce qu'on ne veut pas s'encombrer d'affect. Stépagnan ! Comme on s'appelle à l'armée ou dans les empires bureaucratiques. Par le nom de famille, quand ce n'est pas par un numéro. 47 20 25, parloir. Ou même un nom de code barre de nos jours. Stépagnan. Encore en retard, Stépagnan. Où tu vas quand tu sèches les cours ? Stépagnan, tu copies pas. Moi, je savais que Géna, elle, me laisserait copier. Géna, ma lumière, ma lanterne, mon ange gardien et ma complice. Elle me comprenait. Sa 2e ou 3e terminale, on va pas chipoter, hein, quand j'entamais ma première. Géna, elle me montrait les réponses des sujets de maths avec les doigts. Elle articulait comme un poisson hors de l'eau et moi je recopiais tout en me creusant la tête pour rajouter quelques erreurs ici et là. Mentir, oui, tout en gardant ma personnalité. Géna, elle m'a tout fait, les devoirs, les crosses, les dissertes, m'apprendre à conduire une mob. Ouais. Elle avait proposé de m'apprendre à conduire son scooper pour pouvoir monter dans la Golf GTI décapotable de son chéri qui venait la chercher à la sortie du lycée. Mais je n'ai jamais été à l'aise sur 2 roues. Et son apprentissage a tourné court quand j'ai foncé sur la rangée de voitures garées dans l'allée, arrachant tous les rétroviseurs qui dépassaient avant de m'encastrer dans un arbre. Après, c'est moi que son chéri reconduisait en centre-ville, grisé par le vent dans la décapotable. Et au café de la place, en terrasse, son chéri et moi, et les autres, nous attendions Géna le temps qu'elle prenne le bus. Toujours est-il qu'à la course de fin d'année du lycée, Géna avait eu le temps de terminer parmi les premières, de rentrer chez elle, de prendre une douche et de revenir me chercher avec son nouveau scooper, puisque j'avais embouti l'autre, comme j'avais embouti la Peugeot de société à Promogolf, je vous renvoie à l'élucubration 2. Moi, j'émergeais péniblement de la forêt à la tombée de la nuit couverte de feuilles mortes pour terminer à la 1499e place sur 1500 élèves. Tiens, une anecdote en appelle une autre. Cette année-là, Géna et moi, on avait décidé de sécher les cours où on s'ennuyait trop. On remplissait nous-mêmes les mots en imitant la signature de nos parents. Et lorsqu'on avait rempli tous les bulletins d'absence, on volait les carnets de correspondance des élèves studieux.
Et puis un jour, aux alentours de fin mai, on était venu à bout de tous les carnets de correspondance possibles. Géna m'avait dit « Dans un mois, c'est fini, t'inquiète, on ne sera plus contrôlé maintenant. » Alors on avait continué à sécher les cours, ni vu ni connu. Et puis en juin, en rentrant chez moi, mon père m'attendait avec une feuille aussi longue que le rouleau de Jack Kerouac sur lequel il avait écrit sur la route. « C'est quoi toutes ces absences ?»« Fais voir. » Ça doit être une erreur. Pour vérifier, mon père m'avait traîné chez la proviseure du lycée, qui avait confirmé. « Non, monsieur, ce n'est pas une erreur. » Ah, si tous les parents étaient aussi impliqués. Impliqués, c'est sûr. Mon père l'était. « On va aller voir le patron du café où, soi-disant, tu passes tes journées. » Maintenant, mon père me traînait jusqu'au café du lycée. On rentre. C'est enfumé, j'ai un peu honte. Mon père se dirige vers le comptoir et demande à voir le patron. J'ai l'impression qu'un silence ahurissant m'enserre et que des milliers de regards nous fixent, moi et mon père. Je transpire. « Je voulais savoir si ma fille était bien là, chez vous, le 3 février, le 16 mars, le 7 avril, le 6 mai, le 12 mai, le 14 mai, le 5 juin. »« Oui, monsieur. » Ça a eu l'air de convaincre mon père, ce faible « oui, monsieur » du patron. Assez pour quitter le café du lycée. Mais sur la route, mon père a eu un doute. Volte-face, il me traîne une nouvelle fois au café du lycée. On entre, le flipper s'arrête, le jukebox déraille et l'atmosphère se fige. Mon père au comptoir. « J'ai oublié de vous demander, ma fille, quand elle vient, est-ce qu'elle fume ?»« Non, monsieur, je crois pas. »« Non, elle fume pas. » Cette fois-ci, ça l'a convaincue. Bon, il faut dire, il y a une chose qui m'a sauvée. Ce sont mes notes qui frôlaient systématiquement les 18 ou 19 sur 20 dans toutes les matières, même celles qu'on séchait, Géna et moi. Ça, mon père, il n'a jamais pensé à me demander comment c'était possible. Sinon, je lui aurais expliqué que Géna et moi, pour avoir la paix, on volait les carnets de notes des professeurs dans leur casier et on modifiait nos notes, 8 en 18, 9 en 19. Parfois, pour déconner un peu, on modifiait le 2 en 22. Ça passait crème. Mais quand même, le jour du bac, mon dernier bac, ça n'a pas loupé. Je suis allée au rattrapage. 44 points à gratter, le max en B. 44, comme l'apéro digestif rustique. « 44, vous savez, ce truc très bon, cette recette de grand-mère, une orange piquée de 44 grains de café macérés dans 1 litre d'eau de vie, plus 44 morceaux de sucre, le double 44. Ce cocktail me rappelle que c'est le bac de la dernière chance cette fois-ci. Sans alternative, je joue mon va-tout. Dans la salle d'examen, je pioche un sujet d'histoire, le seul que j'ai plus ou moins appris. Je tire le papier dans le tas devant moi et le repose aussitôt. En mode sous-doué passe le bac. « Mademoiselle, vous n'avez pas le droit de reposer le sujet. »« Bah, fallait le dire avant, monsieur, maintenant c'est trop tard. » Le mec en PLS. En écho, je sais rien, le néant. Alors j'ouvre mon anabac en douce sous la table. Finalement, l'examinateur me colle un 10. Il avait dû se lasser. 3 fois au rattrapage en 3 ans, j'étais devenue son projet pédagogique d'études longue durée. N'empêche, j'ai obtenu le bac. Sans les félicitations du jury, mais avec les encouragements de Géna. Mon sac Vuitton sur l'épaule. Ce Vuitton, je l'avais eu pour mes 18 ans. Vous savez, le modèle besace. Chier. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Parce que, à Neuilly-sur-Seine, si t'avais pas ton Vuitton, t'étais has-been. Et moi, j'étais une ex-provinciale parachutée là, j'avais l'accent du Sud, les doutes, la naïveté, je croyais encore au Père Noël, tout en essayant de me faire passer pour une Neuillyéenne. Résultat, un mix improbable entre la cousine de Madonna et Hélène Roll. Vous riez? Mais moi, vous savez, j'ai pas besoin de psy. J'ai les mystères de l'amour tous les dimanches soirs. Enfin, j'avais. Cette année, pour la première fois, le feuilleton a disparu des écrans. LMDLA, c'est mieux qu'une famille. Friends en mode valdoise.
Le Club Med en mode watersport chez Jimmy le Viking. Je sais bien, je suis lucide, vous savez, il n'y a pas un épisode qui tient debout. On dirait une série écrite par des stagiaires IAS ou Xanax. M'est égal, moi. Je les aime. Mais l'enfer, c'est les autres, a été toujours mal compris. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi? Parce que les autres sont au fond ce qui est de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donné de nous juger. Jean-Paul Sartre. Oui, Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». Mon père, lui, disait « Les autres, on s'en fiche ». Quand je quémandais mon sac US ou d'aller à cette boom comme les autres. Et moi, je dis « Le paradis, c'est Hélène Roll ». J'ai tous ces CD, même le spécial Noël. Une fois, j'ai annulé un date. Bon, un bon date. Un mec sympa, drôle, beau gosse. Moi, j'étais pas mal non plus, hein. Mais ce soir-là, c'était l'épisode où Peter devait avouer à Jeanne qu'il avait couché avec Cathy pendant que Christian faisait de la batterie au bowling de Melun. Personne ne comprend pourquoi j'aime cette série, sauf ma mère. Elle qui n'a raté aucun des épisodes des Feux de l'amour. Ça remonte au temps où Nikki et Victor font connaissance en 1973. C'est sûr, elle me comprend. Même si on n'a jamais approfondi la chose. Même si on n'a jamais rien approfondi, ma mère et moi. Quoi qu'il en soit, Hélène, Cathy, Bénédicte, Nicolas et les autres, ce sont eux qui m'ont appris à vivre parmi vous, les autres. À accepter un compliment, un cadeau, une attention. Ils disent toujours « merci, c'est gentil », avec un sourire plein d'empathie et la tête légèrement penchée. Alors maintenant, moi aussi, je le dis « merci, c'est gentil », même quand j'ai envie de fuir, même quand j'y crois pas. « Merci, c'est gentil ». Waouh, t'es trop gentil, toi. Ma manière à moi de ne pas couper le lien, de me fondre parmi vous, les autres. Parce que le grand problème des Verseaux, c'est justement de ne pas se fondre. De vivre en marge, en solo, en décalé, dans l'incompréhension, tout en montant sur scène où on adore s'exposer. On ne veut pas se fondre dans la masse, mais on exige qu'elle nous applaudisse. Les Verseaux, c'est comme les artistes. Et les artistes, c'est comme les chats. On veut notre indépendance, notre mystère, mais aussi qu'on nous regarde tout le temps. Et qu'on nous trouve tout mignons, avec de grands yeux de lolcats. Lors de ma démarche pour soupçon Asperger, ça fera l'objet d'une prochaine élucubration, ce que je redoutais s'est produit. Je me suis effondrée dès la première séance. Entre deux sanglots remplis de morve et de remugles, j'ai réussi à traduire mon malaise. C'est sûr, je suis autiste Asperger, tout le monde me le dit. Ils disent « Je te comprends pas, trop compliqué, tu vis dans ta tête, mystérieuse, trop, pas assez ». Je me suis longtemps dit après le verdict que j'aurais préféré être autiste plutôt qu'artiste. Être autiste me semblait plus concret, plus facile à expliquer. Ça repose sur un diagnostic médical, du solide, avec même une carte MDPH pour le prouver. Artiste ? Comment se définir ? Comment exister ? Quel statut dans la société ? Artiste, c'est comme apatride, exilé sans retour possible, en exode. Seuls les autres le perçoivent. Ils sentent que t'es artiste. Parce que t'es toujours en galère d'argent, mais avec des loups-boutins aux pieds. Artiste, c'est quand tu fais rien de rentable, mais avec concept et panache. Artiste, c'est avoir le sens de la débrouille et du système D sans vraiment se mêler aux autres. On en crève d'envie, tout en n'étant pas grégaire. Du coup, on n'est jamais nulle part, ni plan de carrière, ni vision stratégique. Alors moi, j'ai suivi mon instinct et les opportunités, et Hélène Roll, et ma bonne étoile, les nouvelles lunes et les heures miroirs, et les prêtres, et les cierges, et les astrologues, tout ça en même temps. C'est peut-être pas si mal pour organiser sa vie. Quoi qu'il en soit, j'ai obtenu ce bac avec mon sac Vuitton, que j'ai fini par donner au chiffonnier de la joie, comme mes fringues de marque, mes montres de joaillier, autant de vestiges d'un monde qui ne m'avait jamais correspondu. J'ai même fini par donner mon piano à Kepleyel. Mais madame, aujourd'hui, personne ne veut d'un quart de Kepleyel, plus personne ne fait de classique. Même le métier de copiste n'existe plus. C'est dans ce monde où tout a changé en 10 ans
que je porte désormais ce tote bag en fibre végétale, et c'est forte de ce bac ric-rac, de mon sac monogrammé et de mon CV vierge que j'ai décroché cet entretien à Promogolf. Mon seul et unique entretien d'embauche, celui qui m'a consacré, Elsa. Et vous? Comment avez-vous fait pour prendre la pilule? Comment avez-vous obtenu votre bac? Et vous et l'amitié, qu'est-ce que ça donne? Et vous les Verseaux, les artistes? Ce soir, c'est vous que j'aimerais entendre. Comment vous sentez-vous exister? Comment exister entre individualisme et groupe? Je vous attends au 02 98 03 82 61 pour en parler. On me dit qu'il y a quelqu'un en régie qui appelle, qui attend. Eh bien, bonsoir, il y a quelqu'un en régie? Oui, bonsoir, mais je suis déjà intervenue dans une des chroniques. Oui. Et ravie que mon appel ait pu aboutir cette fois-ci encore. Bah, Donc, je suis Christelle et j'étais intervenue sur une précédente chronique dans les élucubrations d'Hermeline. Et en fait, à chaque fois, c'est un grand moment pour moi puisqu'on revient dans le passé, mais cette fois-ci, nos parcours sont un petit peu différents. Ah. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en discuter parce que, en fait, tu évoques la question de la pilule que tu as rencontrée plus tôt que moi et pas dans les mêmes circonstances. Ouais. C'est vrai que bon, j'ai grandi différemment. Enfin, j'étais une adolescente un petit peu immature, mais j'ai dû avoir la pilule pour des raisons médicales. Et j'étais en seconde, donc c'était pas du tout en tant que contraceptif puisque j'avais pas forcément d'attirance pour les garçons ni pour les filles non plus d'ailleurs. Et donc ma maman a dû m'amener chez le médecin parce que j'avais des règles très irrégulières et des règles hémorragiques quand elles arrivaient. Et le médecin avait trouvé la solution de me mettre sous contraceptif. Voilà. Ah oui, donc c'est ta mère qui t'a proposé donc d'aller chez le gynécologue et... Voilà, oui, parce que c'était très handicapant. C'était des règles douloureuses aussi. Et donc, nous sommes allés toutes les deux et le gynécologue a proposé cette solution-là. Donc, je reconnais que c'était plutôt ma mère qui me disait le soir, Christelle, n'oublie pas ta pilule. Voilà, parce que ma pilule, c'était un moyen de soulager des douleurs. Oui, c'était du coup la pilule à titre médical. Oui. Est-ce que tu avais compris l'enjeu de la pilule? Est-ce que pour toi, ça représentait une sorte de médicament quelque part t'avais compris? Dans mon cas, oui, mais j'avais totalement conscience que la pilule était un moyen de contraception. D'accord. Voilà, j'avais des amis qui prenaient la pilule pour un moyen de contraception, mais ça n'était pas mon cas. Donc c'est vrai que moi j'ai connu la sexualité, j'avais une vingtaine d'années.
J'ai eu des flirts, mais pas suffisamment poussés pour en arriver jusqu'à pouvoir tomber enceinte. Voilà, donc... et alors, ce moyen de contraception, je l'ai eu pendant... de mémoire, j'ai dû l'avoir 1 an et demi. Et puis, comme souvent, puisque c'était des pilules un petit peu, dosées, je ne connais pas grand-chose, mais dosées hormonalement, j'avais pris du poids. Et donc j'avais cessé la pilule aussi parce que c'était un petit peu gênant de ce côté-là. Mais voilà. Donc moi, ça a été vraiment la contraception était avant tout un médicament. Un moyen médical, oui. Eh bien, voilà, d'accord. Et alors après, tu l'as interrompue et tu l'as reprise plus tard alors, je l'ai reprise plus tard, mais j'avoue que je ne suis pas une grande adepte de ce moyen de contraception et je pense que ça fait quand même aussi pas mal de mal au corps humain. Donc j'ai fait attention, même mariée, on utilisait le préservatif parce que j'ai été mariée longtemps avec un militaire qui n'était pas souvent là. Donc, on utilisait beaucoup le préservatif et lorsque j'ai pu, j'ai eu un stérilet après ma 3e fille. D'accord. Mais je ne peux pas dire, moi, à mon avis, en tout, si j'ai pris la pilule 5 ans dans ma vie, c'est le grand maximum. Mais comment tu savais que... c'est instinctif ou tu t'étais renseignée pour savoir que la pilule avait des répercussions sur le corps que tu n'avais pas envie de subir quand tu l'as reprise pour... C'était plutôt instinctif. Je suis pas... je n'aime pas trop les traitements chimiques. D'accord. Mais instinctivement, puisque à ce moment-là, j'avais très très peu d'informations. Mais je me disais que c'était sans doute pas très bon. Puis je m'étais rendu compte que j'avais pris du poids. Donc... ça changeait un peu mon organisme, quoi, le mode de fonctionnement de mon organisme. Et c'est obligatoirement la pilule qui faisait que tu avais pris du poids ou c'est peut-être... Alors peut-être que c'était simplement l'évolution. J'ai eu c'est vrai que j'étais très immature, mais mon corps aussi a grandi bizarrement. J'étais très très grande, mais j'avais pas de poitrine. J'avais un physique très androgyne jusqu'à l'âge de 16 ans. Et quand j'ai eu donc cette pilule, j'ai commencé à me former et être un petit peu... j'ai jamais été en surpoids, mais j'ai pris du poids. Voilà. En tout cas, donc, je ne sais pas, peut-être pas forcément en lien, peut-être pas. Oui, mais en tout cas, on pensait que... Ça se disait en tout cas à l'époque de notre adolescence et quand on est devenu jeune femme, on entendait dire que la pilule en effet avait des influences, on pouvait grossir... Voilà. Mais tu vois, là, maintenant, c'est vrai que je n'ai plus ces problèmes-là, mais j'ai une de mes filles, ma fille aînée, qui a dû prendre aussi la pilule pour des raisons médicales, mais elle, parce qu'elle a fait un acné sévère. Ah oui, et donc, on lui a donné la Diane 35, mais qui n'a pas été non plus ni exceptionnelle sur le problème dermatologique, ni sur son état psychique. Donc, elle a dû l'arrêter. D'accord. Eh bien, oui. Écoute, Christelle, il y a beaucoup d'auditeurs ce soir. Du coup, je te remercie de ton témoignage et j'espère te réentendre à nouveau. Ça me fait très plaisir que tu suives avec autant d'attention l'émission. Oui, ça me fait plaisir de pouvoir y participer et donc de pouvoir donner mon témoignage aussi, qui est un peu différent, mais voilà, qui permet aussi de donner d'autres perspectives et surtout dans ce domaine. C'est important d'avoir plusieurs points de vue quand c'est possible. Et voilà. Tes témoignages sont précieux à chaque fois. Je t'en remercie. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bonne continuation pour ton émission. Merci Christelle et à très bientôt. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Eh bien, on a une nouvelle auditrice sur les ondes de Radio U. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. On peut avoir un prénom, un nom? Moi, je suis Nesrine et je suis bénévole au planning familial de Brest. Ah, c'est super. Bonsoir, Nesrine, déjà. Et merci d'appeler. Ça, c'est par rapport au sujet. Je suis très contente de vous entendre. C'est réciproque.
Alors, on a vu avec l'auditrice précédente qu'elle a été sous contraception, sous pilule contraceptive pour des raisons médicales. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, je l'ai prise pour des raisons plus d'ordre sexuel. Qu'en est-il aujourd'hui, finalement, du panorama des jeunes qui prennent la pilule? Alors, avant tout ça, avant de vous répondre à la question, j'aimerais bien parler un petit peu du planning familial. Bien sûr. En général, parce que c'est une association très, très importante dans la vie des jeunes filles, des femmes et de toute personne. En fait, il faut savoir que le planning familial est une association féministe qui date pas d'hier. Elle date de 1950. Avant, on appelait ça la maternité heureuse. Et les actions du planning familial, à l'époque, c'était sensibiliser, lutter, informer autour de la contraception et l'avortement, le droit à l'avortement. Voilà, le planning familial de Brest continue toujours dans cette thématique, ces thématiques de base du planning familial. Ici à Brest, pareil, on intervient au milieu scolaire. On lutte aussi pour l'égalité sociale et l'égalité de vivre tout simplement, parce que c'est pas évident d'être une femme dans la vie d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, malgré il y a eu des avancées. Mais ça reste un peu compliqué de gérer certaines choses, notamment la charge mentale et la charge physique aussi de la contraception. Voilà, à Brest, on a des permanences tous les lundis de 18h à 19h30 dans laquelle on traite beaucoup de demandes et beaucoup de questionnements autour de la contraception. On reçoit généralement des publics de tout genre, des parents, des couples, des jeunes couples, des mineurs, des mamans qui accompagnent leurs enfants, des hommes aussi, parce qu'au planning familial, nous ne sommes pas que des femmes, nous sommes aussi des hommes. Justement, il y a des hommes bénévoles? Il y a des hommes bénévoles au planning familial. Oui. Ah, très bien. Parce que la cause qui défend cette association, elle ne concerne pas que les femmes. Pour pouvoir avancer, il faudra... On soit ensemble. Ensemble, oui. Et est-ce que vous avez des jeunes garçons également? Alors moi, à l'époque, donc vous l'avez compris en écoutant la chronique, moi j'ai commencé au planning familial. Je n'en garde aucun souvenir, mais je sais que... Enfin, j'ai une impression en moi qui en garde un bon souvenir, parce que le planning familial m'a accompagnée quand j'étais seule à un moment de fragilité. Mais je n'en garde aucun souvenir en réalité, ni concrètement, ni ce qu'on m'a dit, ni comment on m'a présenté les choses. Et du coup, qu'est-ce que vous dites et quel âge ont les jeunes filles ou les jeunes garçons qui viennent vous voir? Alors, les âges, on a de tous les âges. Il y a des mineurs de 14 ans, 15 ans qui sont là en recherche d'identité, qui sont à la découverte de la sexualité et qui sont en questionnement par rapport à la vie sexuelle, du corps, des relations. Et on a ici, on accueille aussi des publics de tous âges, des grands-parents parfois, qui s'inquiètent un petit peu pour leurs petits-enfants ou pour leurs enfants, des couples, des jeunes mamans, des femmes célibataires, si je me permets de dire ça, c'est-à-dire femmes qui galèrent un petit peu à élever leurs enfants. C'est en fait, le planning familial, c'est une association ouverte à tout le monde. On est là pour écouter, informer, et pouvoir accompagner quand on a les moyens et quand on possède l'information aussi. Alors, est-ce que, du coup, ils viennent vous voir, ils vous demandent la pilule, vous leur expliquez, vous leur faites un peu d'histoire. Est-ce que vous leur prescrivez aussi le... Alors, ici, au planning familial, nous ne sommes que des bénévoles. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire des prescriptions à titre médical. On ne prescrit pas la pilule du lendemain, mais on pourra dépanner avec la pilule d'urgence, ou bien notamment aussi des tests de grossesse et des préservatifs. Ce n'est pas ici le fonctionnement du planning familial de Brest. Nous ne sommes pas de médecins ni des sages-femmes. Par contre, on travaille avec des infirmières, des sages-femmes, le CCAS de Brest. Là, on pourra diriger les personnes concernées vers ces services-là. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe, parce que généralement, les personnes viennent en permanence le lundi de 18h à 19h30. Il y a toujours 2 bénévoles au planning familial. On accueille... Il faut rappeler que ce sont des permanences gratuites et anonymes. Oui, c'est important. Voilà, ouvertes à tout le monde. Voilà.
et ça reste confidentiel, parce que c'est rassurant aussi de pouvoir se libérer. Oui. Parfois, c'est un poids, en fait, qu'on a envie de Comme parler. à la radio. C'est ça, On peut exactement. s'exprimer complètement librement. Exactement. Alors, quand il y a des questions qui sont liées à la contraception, généralement, on explique quels sont les moyens de contraception. Parce que chaque personne est libre, je dis bien est libre de choisir sa propre contraception. C'est-à-dire que parfois il y a des jeunes de 16 ans, de 15 ans, ou de 17 ans, ou de 20 ans, ou moi-même de 30 ans, qu'on m'a toujours appris qu'il y a un seul moyen de contraception qui est la pilule, alors que c'est tout à fait faux. Il y a plusieurs d'autres moyens de contraception et notre rôle, c'est de rappeler et informer quels sont ces moyens de contraception et de laisser le libre choix à la personne de choisir sa propre contraception, c'est important. Donc au planning familial, on est libre de s'exprimer, on est libre de venir en couple, en famille, avec sa grand-mère, son grand-père, et on est libre de choisir la contraception qui nous convient. Exactement. Avec les risques et les conséquences et les spécificités de chaque moyen. Exactement. Eh bien, Nesrine, merci pour votre appel. Merci. Et donc, le planning familial, on peut peut-être rappeler l'adresse et le numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas que je me trompe, c'est 12 rue Alexandre Ribot à Brest. Et n'hésitez pas à nous appeler aussi sur notre portable ou bien nous contacter via Instagram, Facebook, parce qu'on est toujours content de vous recevoir et de vous écouter tout simplement. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, merci. Merci Nesrine. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à contacter le planning familial. C'est libre, c'est gratuit. On va passer à la prochaine auditrice ou auditeur. Eh bien, bonsoir, chère auditrice. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Et bonsoir, c'est Sabrina, l'astrologue. Enchantée. Sabrina, l'astrologue. Justement, j'ai écouté votre fil d'actualité. Là, vous parliez des Verseaux et plus particulièrement sur les prédictions que je vous avais annoncées il y a quelques années en arrière. Ah, et oui. je rebondis sur cette année-là. Et vous en êtes où ? Oh, c'est un peu ce que... Est-ce qu'il y a eu des changements ? Parce que l'année du Verseau, surtout à partir de 2025, c'était une année extrêmement, on va dire, mouvementée pour vous. Les Verseaux, les astres annoncent quand même une grande métamorphose et c'est très profond puisque Pluton entame un cycle de 30 ans dans le Verseau. Alors justement, ça tombe bien pour vous, Hermeline, qui êtes le Verseau. Alors c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, chers auditeurs, si vous nous écoutez, ceux qui nous écoutent, c'est incroyable. Parce que donc on s'était vu il y a plusieurs années, je ne sais plus qui m'avait donné vos coordonnées, Sabrina, comme astrologue, et j'avais noté dans ma tête, ça me revient maintenant, parce qu'en entendant votre voix tout de suite, je vous ai reconnu, vous m'aviez dit qu'il y aurait une transformation les années précédant mes 58 ans. Or, mes 58 ans, je viens de les avoir. Et alors, oui. Et c'est vrai que l'année 2025, bon, j'ai galéré, quoi. Je me suis confinée, j'ai pas eu besoin d'un confinement planétaire pour pour vivre recluse et réfléchir à ce que je faisais de ma vie et surtout est-ce que je reste artiste ou pas, ou comment, et est-ce que je reprends tout à zéro Donc c'est rythmé alors, dites-moi, parce que là vous êtes rentrés tous les Verseaux d'ailleurs, hein, et notamment vous, Hermeline, c'est un peu la révolution du Verseau, et c'est vraiment ça va vraiment décoiffer. Et puis ce rythme de plutonien qui est rentré dans le Verseau, et puis là vous allez l'avoir pendant 30 ans. C'est un changement de monde, c'est comme si je vous disais, allez, on change de trottoir, parce que Pluton, il n'a pas non plus une réputation facile, hein, on est d'accord. Moi, je ne connais pas très bien Pluton, je ne connais pas les planètes en fait. Pluton, c'est qui ? Pluton, elle porte le nom du dieu grec des enfers, c'est une lourde charge symbolique. C'est la planète du Scorpion et c'est la planète des transformations profondes. Et quand elle rentre dans le cher ami, vous qui êtes Verseau, et tous les gens qui vont écouter, qui vont s'y retrouver, parce que cette planète, elle s'apprête déjà à s'imposer pendant 30 ans. Vous imaginez bien une planète eau et une planète air au niveau cosmique et personnel et collectif, ça va vraiment bouger.
Donc, ça va bouger. Mais bouger, ça veut dire c'est positif, c'est négatif, qu'est-ce qui nous attend? Parce que c'est positif pour les Verseaux, puisque ce bouleversement en fait va changer les codes, les lignes de vie en fait. On va vers des inventions, en tout cas le Verseau va vers plus d'outils aussi numériques, de communication, de haute technologie, d'accroissement. Le Verseau va va explorer de nouveaux domaines qu'il avait peut-être mis en place dans sa tête en fin 2023. Et là, il va œuvrer. En tout cas, la communication pour les Verseaux est 10 fois plus décuplée. Et ça va exploser, en fait. Donc, ça balance pas mal pour vous, les Verseaux. Ne vous remettez pas en question. C'est fini, les remises en question. Maintenant, ça va être acquis. Ça va être du solide dans votre vie. Les bases, on les revoit plus. On a déconstruit. Et maintenant, vous avez besoin de reconstruire. Mais bon, c'est une nécessité. Mais là, ça change la donne. Parce que le travail, la vie de manière générale aussi, que ce soit aussi dans les relations. Vous irez chercher des relations où il y a de la construction, si plus affinité aussi, hein, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que le Verseau, il a une drôle de manière d'aimer d'ailleurs. Hein, alors, ça, je me souviens que vous aviez dit, oui. le Verseau, il est froid et vous êtes, et c'est vrai, je suis d'un point de vue, je suis pas tactile, j'aime pas qu'on m'envahisse, je suis très bien seule. Et vous m'aviez dit, oui, j'en sais quelque chose, limite froid et on a distant, et j'en sais quelque chose. Mon fils est Verseau, vous m'aviez dit. Exactement, mais parce que Uranus, votre planète, c'est une planète de rapidité et elle tape pas dans du coton, Uranus. Uranus, elle est centrée sur soi et c'est vrai que le Verseau a tendance à être centré sur soi parce que il est discipliné à lui-même en fait. Il écoute ses convictions, il s'implique pour lui-même sur un plan humain et surtout collectif. Voilà. Et après, sentimentalement, je pense que n'oubliez pas que c'est un signe d'air, donc il a besoin d'être libre, ce petit Verseau. C'est le champ de bataille, en fait, des Verseaux. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de Verseaux, finalement, ils finissent seuls leur vie, quoi. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être... Ils sont dans l'humanité et en même temps très individualistes. C'est ce que je disais. Un comportement très paradoxal. Il y a du paradoxe. Et c'est très ambigu, en fait. C'est « je t'aime, moi non plus ». Vous voyez ? Finalement, je n'avais pas besoin d'aller voir un psychiatre ou je ne sais qui. Tout simplement, je suis Verseau, quoi. Et donc, les Verseaux, c'est le paradoxe incarné. C'est le paradoxe. Et ce sont des êtres extrêmement atypiques. Ils ont le don aussi d'œuvrer. Attention, il y a du très bon parce que ce sont des signes qui œuvrent de charité aussi. Ce sont des signes profonds. Quand ils aiment à leur manière, même s'il y a de la froideur, mais ils sont capables, de ne plus donner signe pendant 10 mois, 2 ans, et après ils reviennent. Comme si c'était hier finalement. Alors exactement, c'est vrai que je reviens vers des amitiés d'il y a 10 ans, comme si on s'était quitté hier, et moi ça me pose aucun problème, mais personne ne comprend ça, quoi. Je m'en rends compte. Et c'est le Verseau en fait, il a cette attirance comme ça de partir, de revenir toujours avec, et puis de revenir avec des idées hyper originales. Tiens, ça va, oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, j'ai fait plein de trucs. Si tu savais, mais j'ai pas eu le temps de t'appeler, mais c'est pas grave. Je suis là. Voilà. Il vit le moment présent et ça c'est génial. Donc ce ne sont pas des signes colériques, pas du tout. Ah non, absolument pas. Ils sont vraiment très très flirtés et en amour aussi. Ils ont un trait de caractère très. Pour moi, ils sont très solaires, même si c'est un signe d'hiver. Mais c'est bon ça. C'est bien de travailler et c'est bien d'avoir. Un Verseau quand on travaille en collectif parce que le Verseau est toujours de bonne humeur. Il a toujours le smile, il rigole toujours. Alors, chères entreprises, si vous entendez, chers entrepreneurs, si vous entendez l'émission ce soir, engagez des Verseaux. Exactement, exactement. Donc, c'est une plus-value pour la société. Et est-ce qu'il y a d'autres... Il faut leur laisser du temps libre, en fait. Ah oui, alors, entrepreneurs, engagez les Verseaux, mais pas 35 heures. Vous les payez 35 heures, d'accord, mais vous les engagez 15, 20 heures. OK, c'est noté ?
pour qu'ils soient libres, c'est vrai, parce qu'ils sont tellement originaux et s'épanouissent en fait. Le Verseau, c'est pas justement parce qu'il a plusieurs facettes dans la personnalité et c'est un signe qui s'épanouit quand il fait beaucoup de choses. Voilà, parce que n'oubliez pas, il est régi par Uranus, qui est une planète de mental. Donc ce mental-là a besoin de fonctionner. D'accord. D'accord, ils sont très imprévisibles, ils aiment la vie, croquent Complexe. la vie, Concept. complexe, ambigu, etc. Mais sont des gens, par contre, originaux, inventifs, honnêtes et loyaux. Voilà. Ce qu'il faut retenir du bon, c'est le mot loyal. Chère Sabrina. Même s'ils sont têtus. Ah ouais, têtu? Un peu quand même. Tu Oui. l'es pas? Tu l'es pas? Un petit peu. Bah, disons que j'aime défendre certaines idées, peut-être, mais têtu. Bah, ce serait aux autres de le dire. Alors, Ouais. chers auditeurs, qui me connaissez, si je suis têtu, on continue d'en parler la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà. Sabrina, Voilà ce que je peux merci. dire pour le Verseau. En tout cas, merci beaucoup. Et si j'ai un Instagram, tu le connais, tu as mon numéro de téléphone. Mais tu peux peut-être le donner pour les auditeurs si certains veulent te contacter pour un thème astral. 06 13 13 10 77. 06 13 13 10 77, c'est ça? Oui. Très bien. Sabrina, merci beaucoup pour cette intervention qui est géniale. Et chers amis Verseau et chers amis des autres signes, nous reviendrons vers vous tout au long de l'année. C'est noté. Avec plaisir. Un nouveau rendez-vous. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Bye bye. Bye bye. Eh bien, chers auditeurs, c'est fini pour ce soir. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À dimanche en 15 à 21h dans les élucubrations d'Hermeline sur 101.1 FM. N'oubliez pas, c'est votre moment autant que le mien. L'émission est en écoute et en réécoute sur radio-u.org et en podcast, en streaming sur toutes les plateformes. Bye bye. Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.